Je vais pas te faire un discours pour commencer. Bah, tu peux déjà commencer par dire pourquoi t'aimes machin. Oui. Alors, voilà. Parce que c'est le truc sur lequel on n'est pas d'accord. Oui. Bon, ok. D'accord, ok. Bon là. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis votre hôte Stéphane Moïsakis. Je suis avec mon ami Yannick Dahan. Salut. Salut Yannick, pour parler de Très grand film. Voilà. Attention. Hitman et Bodyguard. Hitman's Bodyguard. Alors Hitman's Bodyguard en anglais. Ah bon, c'est pas Voilà. ça en français? Mais en français c'est Hitman et Bodyguard. Ouais, ça Mais enlève, en même ça enlève temps, tout le truc. alors ça lève pas tout le truc parce que je pense que les Français ils ont compris que de toute façon c'était l'association des deux mots qui faisait que ça les cartonnait. Hitman il pouvait pas le faire tout seul, Bodyguard il pouvait pas le faire tout seul, donc ils se sont dit Hitman et Bodyguard, tu vois, puisque voilà. Et ce qui est plus ou moins aussi cohérent dans le sens où c'est le personnage d'un Hitman qui est interprété par Samuel Jackson et d'un Bodyguard qui est interprété par Ryan Reynolds. Donc vous aurez compris que c'est un buddy movie. Tout à fait. Voilà. Et donc en fait on est là pour en parler parce qu'il y a aussi la suite qui sort bientôt en fait au cinéma. Ah, ils sont au cinéma? Je croyais que ça sortait direct sur Netflix. Ah non, ça alors, sort au cinéma. Alors non, ça sort au cinéma comme le premier était sorti au cinéma parce qu'en fait, il n'est pas sorti sur Netflix le premier. Non, okay. non. Le premier est sorti, je crois qu'il y a un pays en fait qui ne l'avait pas, je crois le Japon ou un truc comme ça qui ne l'avait sorti pas. En été, un truc comme ça. Voilà, non c'est ça. voilà, et en fait, il est sorti au Japon en fait sur Netflix dans la foulée. D'accord. Mais c'était le début à l'époque où Netflix faisait des acquisitions à droite à gauche pour certains films qui sortaient pas dans les salles de certains pays. Et voilà, maintenant c'est devenu un peu plus fréquent. Mais non, à l'époque c'est sorti chez nous en salle. Donc je là, dois en déduire que tu ne l'as pas vu en salle. Non, et le suivant qui s'appelle donc Hitman's Wife's Bodyguard. Voilà. Ce qui est quand même Qui sera déjà peut-être génial comme Hitman titre. et Bodyguard et Wife. Et ouais, je sais pas. Et comment donc ils vont sort au faire. cinéma. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Mais bon, on ne parle pas de la suite puisqu'on ne l'a pas vu. On parle de l'original. Alors moi, je l'ai découvert là pour les besoins de ce podcast. Ouais. Mais toi, tu l'avais vu à l'époque. Ouais. Déjà à l'époque, tu m'avais dit « Ah, c'est vachement drôle, etc. etc. » Donc explique-toi. Non, moi j'avais vachement envie de le voir. Franchement, moi j'étais acquis au film. Sur l'affiche. D'accord. Quand j'ai vu l'affiche qui parodiait le Bodyguard avec Kevin Costner et avec Ryan Reynolds dans les bras de Samuel Jackson, déjà j'étais mort de rire, donc j'avais envie de voir le film. Après, c'est un film de Patrick Hughes, si je ne m'abuse, qui a commis Expendables 3 et qui est un type, si je me rappelle bien, qui a... C'est un Australien. Voilà, qui avait eu quand même pas mal de petits prix sur des courts-métrages. Et il a fait un long-métrage qui s'appelle Red Hill. Ouais, que j'ai pas vu. Moi non plus. Je sais pas, mais qui lui a ouvert quand même visiblement pas mal de portes. C'est marrant parce que quand tu regardes la réal de Hitman Bodyguard, t'as ce même côté qu'il y a un peu dans Expendables 3, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression de voir du moitié branquignol et du moitié correct, voire élégant par moment. Et ce film-là déroge pas du tout. Il a cette même logique. Je sais pas, c'est très étonnant chez ce mec. C'est-à-dire que je passe d'une scène que je trouve relativement classieuse et bien montée, bien rythmée, bien cadrée, à une scène chipouille au possible qui est dégueulasse, que je trouve mal faite. Qu'est-ce que t'as comme exemple dans le film en l'occurrence? Alors peut-être on peut pitcher le film vite fait. Oui, pitch le film. Alors vite fait, en gros, Hitman et Bodyguard, c'est l'histoire du personnage de Ryan Reynolds qui en fait est un bodyguard. C'est-à-dire c'est un garde du corps qui a une licence AAA, enfin je sais pas exactement comment c'est dans le monde des bodyguards, mais c'est une licence hyper importante qui perd un contrat parce que qui dégringole en fait dans cette licence là parce que il y a un de ses clients qui se fait buter sous ses yeux. Le mec devient une espèce de dernier samaritain quoi. Ouais, alors c'est un bien grand mot. Bien sûr. Il largue sa meuf, il se fait larguer par sa meuf, etc. Oui, il est dans la loose. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en gros, il se retrouve à devoir protéger un hitman, qui est le seul à pouvoir dénoncer les agissements d'un politicien psychopathe d'Europe de l'Est, joué par ce cher Gary Oldman qui en fait des caisses dans le film. Et c'est mais là drôle. ça c'est pareil, ça on va en parler après, ça pour le coup c'est du gâchis pour moi. Oui, complètement. Ouais. Mais tout, enfin. Ça fait partie des choses qui déconnent dans le film. Il y a plein de choses qui déconnent dans le film. L'idée, attends. Ah oui, pardon. L'idée, c'est terminons quand même le pitch. L'idée, c'est qu'en fait, il se retrouve forcé
par son ex, a convoyé donc Samuel Jackson de Londres jusqu'à Amsterdam. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est un road movie, buddy movie qui a un prétexte. Enfin, si moi, qu'est-ce qui me fait marrer ? Ce qui me fait marrer, c'est que c'est d'entrer une pantalonnade et que c'est d'entrer un truc à la gloire de Ryan Reynolds et qui joue clairement sur les archétypes qu'il joue habituellement, et on fait jouer Samuel Jackson sur les archétypes sur lesquels il joue habituellement, à base de motherfucker, je suis cool, et voilà, et je fais des blagues tout le temps. Mais moi, je préfère le fond de commerce de Samuel Jackson que le fond de commerce de Ryan Reynolds. Mais voilà, mais je t'en prie, vas-y. Là, je pense que fight. Non, c'est pas fight, c'est que la divergence, ça va être là. Moi, principalement, mais après, j'expliquerai mes raisons. Oui, alors après, il y a énormément de petits soucis qui sont d'ordre même conceptuel, même narratif. En termes d'intrigue, le film est trop long déjà. Pour moi, quand je vois un truc comme ça qui, dès la première scène, te joue une pseudo-scène sérieuse d'action qui finit sur la gueule, qui me fait rire, moi, de Ryan Reynolds qui se décompose parce que son client a été tué, tu comprends d'entrée que tu vas être dans une pantalonnade. À partir du moment où t'es dans une pantalonnade, l'intrigue, elle est un prétexte, t'en as rien à foutre. T'as juste envie de dire, ok, donc ils doivent aller à tel endroit, et ce qui va nous faire marrer, c'est les péripéties qui leur arrivent dessus, et ils ont une fâcheuse tendance dans le film, pour moi, à accorder beaucoup trop d'importance à l'espèce de sous-intrigue liant Gary Oldman qui n'a pas vraiment d'intérêt. On a des scènes avec lui pour te montrer qu'il est très très méchant. Si tu veux, la scène qui justifie Gary Oldman, pour moi, c'est la scène de la fin où il fait le speech caricatural de tous les speeches sérieux de bad guy, et que l'autre dit, j'en ai rien à branler de ce que tu racontes, et qu'il lui met un coup de pied et qu'il le jette de l'immeuble. Voilà, cette scène, elle était justifiée. Hormis cette scène-là, toutes les autres, je trouve que ça sert à rien, ça ralentit le rythme et tout ça. Après, c'est une pantalonnade, et moi, c'est ça qui me fait marrer. Alors, l'humour, ça se commande pas. Moi, j'aime bien Ryan Reynolds. Ça se commande pas, mais on peut aussi expliquer pourquoi on rigole et pourquoi on rigole pas. Oui, alors, si tu veux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et le reproche que tu faisais de l'humour, qui est un petit peu toujours le même de Ryan Reynolds, qui est celui de Deadpool, entre guillemets. Ouais, je vais être plus spécifique, mais je te laisse terminer. Tu peux être plus spécifique. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans Deadpool, c'est-à-dire que c'est marrant, Ryan Reynolds, moi, il me fait marrer. Il suffit qu'il ait sa gueule, c'est-à-dire que même quand il est sérieux, il y a toujours un truc qui frise dans l'œil où je me dis, il va sortir une énorme connerie juste après. Et en général, il la sort. C'est pour ça que je peux pas le prendre au sérieux. C'est-à-dire la seule fois où j'ai pu un minimum le prendre au sérieux, c'était dans Smoking Aces, où il avait une scène vraiment très touchante à la fin. Et je pense que ce mec-là pourrait être un super acteur s'il le voulait. Après, il se positionne dans un registre de comédie où il joue toujours un peu le connard psychorigide et tout. Tu sais qu'on enregistre tout ça, hein. Ouais, et alors? Non, mais c'est parce que ça va être dit et tout le monde va faire putain, mais Yannick aime Ryan Reynolds. Mais j'aime bien Deadpool parce que Ryan Reynolds, j'aime pas Deadpool pour son récit, j'aime pas enfin, il y a des choses que j'aime bien. J'aime pas tout Deadpool, mais j'aime beaucoup Deadpool pour Ryan Reynolds. Ce que j'aime chez ce mec-là, et surtout avec ce qu'il avait fait dans Deadpool, et que, pour le coup, il me refait là-dedans, dans un film qui a moins d'ambition, qui est plus un prétexte à la connerie cosmique, c'est du one-man show. Il fait du one-man show. Là où des mecs de one-man show dans des films essayent de jouer et ils font du one-man show et ils sont maladroits parce qu'ils sont jamais aussi drôles, lui, il assume la dimension one-man show du truc. Donc, ce qui me plaît, moi, c'est que cet humour est souvent absurde. Il arrive toujours à des moments improbables. Il est toujours sur la médiocrité du personnage qu'il incarne, ou sur le contraste qu'il crée toujours entre la figure héroïque, et parce qu'il se présente toujours comme une figure héroïque, qui démastique directement derrière. Moi, un des passages qui me fait le plus marrer dans le film, bon, outre le moment où ils chantent tous les deux, parce que moi, je suis désolé, mais Ryan Reynolds qui chante I Saw a Sign, moi, ça me fait pisser de rire. Mais ce moment tout con où Samuel Jackson l'engueule en lui disant va faire ça, tout ça, et ils s'embrouillent tous les deux, et puis lui, il se retourne et fait mais pourquoi on est toujours obligé de crier quand on se parle? C'est la façon qu'il a de jouer le truc, moi, me fait marrer. Après, pour ce qui concerne le film dans son ensemble, ça part dans tous les sens. Il y a des trucs, je finis juste, après je te laisse causer, il y a des trucs indéfendables à droite, à gauche. Il y a des scènes d'action que je trouve être plutôt réussies, avec même certaines idées dedans que j'aime bien, puis d'autres que je trouve totalement chipouilles et brouillonnes et n'importe quoi. Il y a le personnage de Salma Hayek que j'adore en tant que personnage, que je trouve pas qu'elle joue à la perfection, mais j'adore le personnage. Elle le joue pas super bien, mais cette nana dans la tôle avec la fille un peu enveloppée, on peut dire, qui reste dans un coin, elle lui donne des ordres. Moi, ça me faisait mourir de rire. Et à côté de ça, ce que j'ai bien aimé, malgré tout, ce que je dois dire que j'ai trouvé malin, c'est que au regard de beaucoup de films aujourd'hui qui veulent être des comédies d'action ou simplement des comédies fun, ou donc
tout est sacrifié sur l'autel de la pantalonnade déréalisée qui fait que bon, t'es jamais dans le film, tu t'en fous et tout ça. T'es pas tenu par une émotion, t'es pas tenu par un truc. Ce que j'ai bien aimé dans celui-là, ce que j'ai trouvé juste malin, c'est de se dire ok, je me mets un hitman, je me mets un bodyguard, mais en fait tout leur rapport, je te déteste, je deviens pote classique est tenu par la rupture amoureuse de l'autre. C'est-à-dire que c'est le fait que Samuel Jackson, en gros mec dégingandé, nonchalant, tout ce que tu veux, va faire des leçons à la Hitch à l'autre. C'est-à-dire, tout va se traduire à travers la relation amoureuse, alors qu'on est dans un film violent où ça fusille dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est un petit élément que j'ai aimé. Après, je reconnais parfaitement que le film a plein de défauts, et en réal, et en scénario, et même, j'ai envie de te dire, en décorum. Moi j'ai un peu un problème avec tous ces films tournés pour des questions de coûts en Europe de l'Est, où on se retrouve avec des caisses des années 80 pour faire des scènes d'action, des trucs tout moches, des chantiers, des choses dégueulasses, et t'as envie de dire, vous n'arrivez pas à mettre en valeur ce qui pourrait être franchement mis en valeur en Europe, mais vous essayez d'appliquer à l'Europe la mécanique américaine, et du coup le décor dessert en fait l'ambition du film. Mais bon, voilà, hormis ça... Là, t'as ce problème dans celui-là, tu veux dire? Dans celui-là, dans Expandables, on le un sait peu moins. aussi. Moi, je trouve que justement, pour le coup, si tu veux, ça fait partie mais moi, je l'ai quand même, hein. Moi, la poursuite en bagnole avec le petit truc à la Bullet in the Head, ou cette scène qui se tourne dans l'espèce de lit de rivière, là, tu sais, où... Amsterdam, quoi. Ouais, mais le décorum, là, à ce moment-là, les bagnoles, tout ça, ça fait tout chipouille, quoi. Ah ouais, au moins, ça prend un tout petit peu en compte la poursuite en bateau, oui. Ouais. La poursuite en bateau, c'est la même. Oui, avec mais la c'est moto la fin, et tout ça. par exemple. La fin devient tout d'un coup bien cheapouille par rapport au début, qui est plutôt moi, marrant. je trouve ça moins cheap, par exemple, que Expendables 3, où ça se voit que les mecs, ils ont tourné, je sais pas où, là, tu vois. Ça fait encore plus dans Expendables 2, mais voilà. Peu importe. Alors, moi, je vais quand même te poser cette question. Donc, tu me disais, toi, t'es satisfait, par exemple, par la relation, en fait, entre les deux personnages, quoi. Moi, ils me font marrer, qu'est-ce que je te dis? Ils me font marrer, moi, ils me font rigoler, bah oui. Voilà. Donc après, je dis pas que c'est la meilleure construction du monde, je dis juste que on aurait pu avoir du buddy movie de merde comme on en a vu plein, avec récemment en plus. Voilà, et récemment, avec deux personnages qui vont se faire des blagues, qui vont être fake dans tout, mais c'est tenu par rien. C'est-à-dire, ce n'est tenu que par le concept de se dire ils vont se détester puis ils vont finir par devenir potes. Il n'y a pas de moelle épinière. Alors, le film, c'est une pantalonnade à tout niveau. Malgré tout, il réussit à tenir un fil conducteur dans cette relation qui fait que la relation progresse par rapport à la volonté, entre guillemets, sous-jacente très progressive de Samuel Jackson d'amener l'autre à se réconcilier avec sa meuf. Ce que je trouvais être malin et pas forcément évident à imaginer dans ce type de projet dont le but est avant tout de délirer et de faire n'importe quoi. Il faut savoir que le scénar d'origine, en fait, n'était pas du tout une comédie. C'est-à-dire que le même scénar était un film au premier degré. Et du coup, il y a eu 2 semaines de réécriture intense qui, je pense, même si c'est pas forcément dit, sont accrédités à Ryan Reynolds. Ah bah oui, parce que en fait, quand je dis que c'est son rajouté les blagues, quoi. C'est pas seulement les blagues pour lui, hein. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, Ryan Reynolds, là, il a un emploi qui est complètement différent, par exemple, de celui qu'il avait dans Blade Trinity, que celui qu'il avait dans Deadpool. Tu vois, bah si quand même, parce que en fait c'est pas le même perso. Non, c'est pas le là c'est un perso coincé du cul, ce qui est quand même un truc qui joue pas tant que ça en fait, en tout cas depuis ces dernières années, depuis en tout cas son grand succès avec Deadpool. Et du coup l'humour, bon ça le touche de temps en temps on va dire si tu veux, mais c'est surtout un humour en fait contextuel. C'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est que il y a par exemple en fait cette scène où il chante, où ça c'est clairement pour le coup si tu veux du pur Deadpool, tu vois, voilà, avec moi ce que j'aime pas en fait pour le coup, ce qui me fait vraiment pas rire, ça me sort tout de suite en fait du truc, c'est la chanson en question. C'est-à-dire que ça se voit qu'il va chercher une chanson dont il sait que tout le monde l'a oubliée mais qu'ils la connaissent quand même, et c'est ça le gag c'est le choix de la chanson. Et je trouve en fait que... pour moi c'est pas ça, pour moi c'est la vocalise quoi, le gag. D'accord, mais... Après, on peut aller chercher la petite bête, hein. Mais moi c'est la vocalise. Combien de fois elle a été citée ces dernières années cette chanson SO5, tu vois, jamais. Donc en fait le truc c'est que c'est une pure chanson des années 90, tu vois, et du coup le mec se moque des années 90 en faisant ça, c'est ça l'idée, tu vois. Enfin, pour moi c'est comme ça que je le vois, mais c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait dans Deadpool. Après il y a les autres trucs de... Alors... il y a cette scène justement de poursuite dont tu parlais à Amsterdam où en fait il va pas participer au début, et donc en fait il y a tout le gag
où il est assis en fait oui, avec le truc sur le stand. Pas le truc le plus marrant du monde. Non, mais c'est surtout... On l'a déjà vu 20 fois en plus. Non seulement on l'a vu 20 fois, mais quand je dis que ça vient de lui, c'est que en fait il a fait ça dans Hitman et Bodyguard, mais il le fait aussi pour la promo de Six Underground. Il y avait, voilà, tu te rappelles tout son délire autour de Michael Bay. Voilà. Tu veux dire qu'il se répète dans son humour? Et c'est pas seulement qu'il se répète dans son humour, c'est que déjà quand tu trouves pas ça drôle une première fois, c'est compliqué, tu vois. Oui. Mais en fait, moi quand je trouve un truc drôle, je peux le faire 3 fois, ça me fait rire. Hein, donc voilà. Mais celle-là, elle me fait pas rire. Mais je pense qu'il pourrait, il gagnerait en fait, si tu veux, à sortir de son fonds de commerce et se renouveler un peu. En tout cas, bon, ça c'est le truc. Et par exemple, le troisième gag similaire, si tu veux, c'est quand il raconte la rencontre qu'il a fait avec la nana, si tu veux. Pendant une scène où il garde un mec pendant un enterrement, tu sais, et en fait il rencontre sa femme, la femme qu'il va aimer, et c'est sur fond de Foreigner, tu vois, I Want to Know What Love Is, où ça c'est pareil, tu sens encore une fois que on se moque d'une chanson cheesy, ringarde des années 80, marrant parce que moi, alors après au ralenti, blablabla. Non mais on peut, ouais, alors écoute. Non mais je te laisse finir après, mais je te réponds juste là-dessus pour pas revenir 25 fois, mais ça, toi, tu le vois à travers ce prisme-là. Pour le coup, le prisme, alors le prisme inverse. Attends, le prisme inverse du mec qui n'a pas rigolé à ces scènes, en fait, c'est ça le truc. Non, mais si tu veux, toi, t'as pas rigolé. Donc, comme t'as pas rigolé à la scène, je cherche à savoir pourquoi. Tu cherches à savoir pourquoi. Tu te dis cette musique, ils s'en moquent. Enfin, moi, je le perçois pas comme ça. Il est évident qu'on s'est habitué depuis un certain temps à avoir une espèce de pseudo-nostalgie, c'est-à-dire on récup ce qu'il y avait avant. Alors, ça peut être en hommage, ça peut être en parodie, ça peut être en tout ce que tu veux. Il est évident qu'on est dans une comédie. Donc, c'est un film qui se sert énormément de la musique. Donc, moi, je le prends plus comme quelque chose qui s'en sert pas pour se moquer la musique, pour créer tout simplement le décalage, pour créer le contraste avec ce qu'il est en train de raconter. Donc moi cette scène elle marche, elle me fait marrer parce que la musique est complètement en contraste avec la scène de baston fusillade qui se passe au même moment. On l'a déjà vu moi je suis à aucun moment j'ai dit c'est un film original, que les choses soient claires. Même les mécaniques de comédie comme les mécaniques d'action je les ai déjà vues ailleurs, sauf que je trouve que ça fonctionne et rythmiquement je rentre dedans, ça me fait marrer, ça me file le sourire, voilà, je vais pas chercher plus loin. L'originalité éventuelle d'un film comme ça, en fait, il est dans son abattage. Tu vois, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on le sait que c'est un buddy movie. Donc oui, tu vois, je veux dire, je vais pas lui reprocher de pas être original. Je lui reproche de pas être original au sein même de son film. C'est-à-dire qu'en fait, quand il te fait la scène de Foreigner, il l'a refait avec Samuel Jackson et Salma Hayek, si tu veux. Donc le truc où c'est la même scène de rencontre dans un bar, tu vois, au lieu d'un truc. Et en fait, moi, mon problème, c'est que du coup, je me dis, c'est pour ça qu'il fait 1h58 ce film. Non, mais je suis d'accord. C'est parce qu'en fait, il se répète 5 fois au milieu, quoi. Je vais pas me battre contre ça. Ceci étant dit, je dis ça. Parce que moi, ça ne me gêne pas au final. Je l'ai dit dès le départ. Moi, je les vois les limites du film. Je sais qu'il est trop long, je sais qu'il y a des choses ratées, je sais qu'il y a des scènes d'humour qui sont pas drôles. Malgré tout, globalement, j'en ressors, j'ai passé un bon moment, tu vois. Voilà, je vais pas plus loin. Hein. Je te rejoins par contre sur le fait que effectivement, moi, je m'attendais vraiment, pour le coup, je l'ai pas maté avant aujourd'hui pour qu'on enregistre ce podcast. Ouais. Parce que j'étais en train de me dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de voir un film de plus de Ryan Reynolds dans ma vie, tu vois? Non, mais c'est vraiment ça, hein, tu vois, non, moi, je les guette. Ah ouais, carrément. Donc, il faut qu'on t'appelle quand on va faire ça le temps pour un film sur Hitman's Wife Bodyguard. Ah, mais je viens. Voilà, bien direct. Sûr. Et, mais, tu vois, en fait, c'est vrai que, du coup, cette défiance vis-à-vis du projet, cette défiance vis-à-vis du film, cette idée de j'ai pas envie de voir ça, tu vois, c'est finalement parce que c'est vendu sur ces éléments dont on parle que moi j'aime pas dans le film, si tu veux. Pour le coup, en fait, j'ai été agréablement surpris par la tenue finalement généralement correcte du film. Tu parlais au début en fait de moments de mise en scène un petit peu inspireux. Non, mais bien sûr qu'il y a des moments pas terribles. On n'est pas en train de survendre un chef-d'œuvre. Tu vois, enfin c'est très loin d'être ça. Mais il y a une tenue à certains moments. Mais et même plus que la plupart des films d'action qu'on voit actuellement. Je veux dire, par exemple, alors c'est pas les mêmes budgets, hein, évidemment, mais un Hobbs & Shaw dont on avait parlé, tu vois, enfin c'est filmé à Londres, mais t'as l'impression que c'est filmé en Yougoslavie, quoi. Tu vois, donc en fait tellement c'est terne et triste et gris, etc. Alors que là, c'est pas tout à fait le cas non plus quand même. Il y a quand même, moi je trouve que c'est un peu plus voilà. Après, alors moi j'ai cet autre truc dont j'aimerais parler. C'est ce rapport à la violence dans le film. Alors, pas la violence en soi, mais l'aspect, en fait, on fait de l'humour macabre, tu vois. Ouais. Et en fait, moi des exemples, pareil, j'ai pas tout en tête. En fait, si tu veux, tu te retrouves en fait avec beaucoup de par exemple, le truc avec la scène d'ouverture justement où il y a une balle dans la tête qui explose. En fait, si tu veux, tout autour de ça, c'est un gag en fait sur le fait que lui, il se retrouve comme un con, il perd son truc, mais
si tu veux, te le font avec un aspect de violence. C'est une tête éclatée. Ouais. Dans un Steven Seagal, ça serait juste une tête éclatée. C'est pas un truc d'humour, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, t'as pas mal de petits points comme ça qui, moi, me paraissent un peu surprenants parce que je trouve que tu sens en fait que c'est de l'humour macabre. Un peu alors moi je voulais avoir ton avis là-dessus, un peu comment dire, tu vois, il y avait ce dans Conner par exemple, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une scène par exemple où ils prennent un cadavre entier, ils le jettent en fait, c'est une scène entière et les mecs t'as l'impression qu'ils ont claqué 5 millions de dollars pour faire la scène, tu vois, où ils prennent un cadavre, c'est Dave Chappelle en plus, tu vois, ils le saucissonnent, ils le jettent en fait avec un message, tu sais, du truc, ils le jettent de l'avion, le truc atterrit sur une bagnole d'un couple de petits vieux là, tu vois, et en fait t'as tout un gag et tu te dis mais c'est comme ça que vous respectez, la nature, la dignité humaine. Mais alors, ça me fait marrer parce que si tu veux, il y a à la moi, fois... je le trouve très déréalisé dans celui-là. C'est-à-dire qu'il y a pas ce côté. Il y a la volonté peut-être d'avoir le côté potache de Deadpool qui était très excessif dans j'en fais des caisses là-dessus et ça le déréalise complètement. Moi, dans celui-là, j'ai pas eu le sentiment que c'était appuyé à ce point-là. C'est-à-dire, même j'ai apprécié ça. C'est-à-dire que j'aurais trouvé que si ça avait été plus gorasse pour faire marrer et pour faire encore plus de contraste entre les deux, moi c'est pas ça. Moi, ce que je préfère, mais là je te le dis, j'ai pas tous les souvenirs en tête des films de Ryan Reynolds, mais il y a un petit côté chez Ryan Reynolds que j'aime bien de personnages qui assument d'être un connard. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours, qu'on avait chez Will Ferrell parfois dans certains films et tout ça, mais d'assumer son côté connard et du coup de créer des moments que j'appellerais les moments de Rshuma, quoi. Tu vois, les moments de honte, les moments de malaise et tout. C'est des trucs, par exemple, moi je sauve un Deadpool 2 pour la scène. Ça, c'est une catastrophe. Non, mais ce film. le film est raté sur plein de trucs, mais je sauverai toujours un Deadpool 2 pour la scène où il a des petits pieds de bébé et où je suis là, en même temps je suis là mort de rire et en même temps je suis hyper mal à l'aise parce que je suis en train de voir. Donc c'est un mec qui a ce petit... Alors c'est vraiment... attention, hein, je fais pas des comparatifs, je mets ça avec d'énormes guillemets, mais c'est cette dimension très mineure chez Ryan Reynolds et qui est exacerbé chez un Stephen Chow que j'adore. C'est-à-dire, Stephen Chow, c'est toujours le malaise, c'est toujours le personnage qui se comporte hyper mal avec les gens en face, et tu te dis, il va y avoir une histoire d'amour, puis il la bâche. T'as le même petit truc dans certains moments de ce Hitman-là, mais qui sont microscopiques, hein. Mais c'est vrai que ce moment où il parle avec la nana et puis il l'envoie chier, tu te dis, il va essayer de... Et c'est des petits trucs que j'aime bien. C'est le personnage de Ryan Reynolds. Et s'il poussait ça plus loin, et peut-être même dans quelque chose de plus noir encore, dans l'utilisation de la mort plus que de la violence, je trouverais ça encore plus chouette. Mais moi, j'ai pas ressenti ce que tu dis mais moi, en fait, je le sens parce que personne le fait à côté. Et le truc de traiter, enfin, d'avoir un personnage... Michael Bay le fait. Mais Michael Bay le fait, mais attends, justement, voilà, je vais faire une distinction. C'est-à-dire que, pour le coup, alors moi, j'aime pas forcément sur Six Underground, tu vois, et je pense que c'est la faute de Ryan Reynolds, voilà. Non, c'est pas la faute. Si. En 5 minutes, déjà, j'avais envie de vomir le film parce que je comprenais rien à ce qui se passait et c'était pas la faute à Ryan Reynolds. T'exagères. C'est une catastrophe. Je sais que tu aimes Michael Bay, mais c'est une catastrophe. Indépendamment de ça, en fait, si tu veux, sur c'est plus clair ce qui se passe là-dedans que dans Bad Boys 2, on va dire, par exemple. Mais le truc, le truc de Bad Boys 2, pour le coup, c'est qu'on peut ne pas aimer le film. Et ça, pour moi, c'est parfaitement respectable, c'est normal, tu vois, de pas aimer un film comme Bad Boys 2, ça m'apparaît complètement normal de détester un film comme Bad Boys 2, mais moi j'adore, hein, mais bon, c'est voilà. Mais par contre, en fait, c'est un film infiniment plus radical, Bad Boys 2, mais pas seulement en fait dans ce qu'il raconte, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans l'espèce de côté anarchique du truc. C'est-à-dire là, il n'y a pas d'anarchie. C'est-à-dire c'est de l'humour macabre pour de l'humour macabre qui fait que du coup, quand tu regardes ça et que tu rigoles pas trop à ça... Mais je le trouve pas très présent, moi, c'est ça. En fait, je le trouve un petit peu présent parce que en fait, il y a beaucoup... Tu vois, par exemple, il y a ce moment où ils vont s'engueuler, tu vois, avec, comment il s'appelle, Samuel Jackson et Ryan Reynolds. Il dit, qu'est-ce que t'as dit à ta femme? T'as dit ça, mais t'es vraiment un roi des cons. Elle t'a répondu quoi? Bah ouais, elle t'a répondu ça. Et puis là, t'as un mec qui arrive, tu vois, un hitman, enfin, un homme de main, et bam, bam, il le tue, il le bute en même temps, et il dit, c'est moi qui l'ai tué le premier, et ils reprennent leur conversation. C'est pas tant que ça soit de l'humour macabre au sens voilà, c'est que déjà tu te dis bon, qu'est-ce qu'il fout là le Hitman, il y en a pas d'autres, tu vois, il y en a plus d'autres dans la scène, comment il sait parce qu'ils sont censés être rentrés dans un truc, peu importe, tu vois, donc en fait c'est vraiment mettre un truc comme ça
Et tu te dis, ok, c'est juste pour faire un gag macabre à 2 balles, si tu veux, genre parce que nous, tu vois, dans notre truc, on bute des gens. Et du coup, alors ça, je suis d'accord. C'est pas tant, en fait, si tu veux, c'est pas tant le côté, on respecte pas la dignité de la vie humaine, tu vois. C'est plus le côté, si tu veux, si tu fais ça, autant va jusqu'au bout. Tu parlais de Stephen Chow, mais le truc avec Stephen Chow, c'est qu'on est dans une cinématographie, un pays où les mecs, de toute façon, Stephen Chow, c'est limite. Puis c'est surtout, c'est limite rien à côté de certains trucs qu'on trouve là-bas, quoi, tu vois. C'est clair, mais quand tu vois les catégories 3 ou les trucs comme ça. Alors, je suis d'accord avec cet exemple que tu donnes, qui est pas, de toute façon, qui m'a même pas marqué spécialement. Après, peut-être que ça, c'est aussi le petit truc qui m'a fait d'autant plus kiffer les petits moments de comédie dans le film que, si c'était pas volontaire à la base que ce soit une comédie, que ce soit un film de genre sérieux, puisqu'on a quand même des scènes, première scène de Gary Oldman, que tu vois, il va buter une femme et son gosse de manière brutale. Mais ça fait partie du truc, hein. Et ça fait partie du truc. Ouais, mais finalement, c'est pas si mal. C'est-à-dire que quelque part, on te fait rentrer dans un truc d'intrigue à la con que t'as déjà vu 20 fois, mais qui est du pur genre. Et puis finalement, le contraste, la pantalonnade arrive au milieu de ça. Peut-être qu'il y aurait pas eu ça. Peut-être qu'on aurait été direct dans une pantalonnade. Ça aurait encore plus accentué cet effet vain et nawak de l'ensemble, et que finalement, peut-être que parce qu'il y a ces passages-là où finalement il n'y a pas de gag, il y a même des moments d'action dans le film où il n'y a pas de gag, hein, on est vraiment pour le coup dans la fusillade, l'action, ça fait ressortir certains éléments qui moi m'ont fait marrer. Mais après, moi je pense que c'est une problématique de ton, parce que pour le coup, tu vois, je veux dire, tu t'attends pas forcément à ça dans un Bad Boys 2, on va dire, hein, que ça parte dans cette direction-là, surtout quand t'as vu le premier, tu vois. Mais le truc, c'est que tu sens que l'énergie du mec qui fait le film, elle est ultra destructrice. Ça, c'est sûr. Alors que là, tu sens que c'est vraiment, en fait, c'est Ryan Reynolds qui a fait, moi ça me fait marrer, ça je le mets, tu vois, et du coup, en gros, le ton il est off avec la scène de massacre de la famille au début, le truc où on bute des hitman pour rien, tu vois, enfin des hommes de main pour rien. Donc c'est un truc qui est un peu étonnant. C'est loin, ça aurait pu être un film déstabilisant par moment, et il l'est pas. C'est d'ailleurs ce que je trouve intéressant, moi, dans le Deadpool 2, quand je te cite la scène de Deadpool 2, c'est que je préfère encore un Deadpool 2 sur une scène qui est un petit peu dérangeante, un petit peu déstabilisante, à tout un Hitman Bodyguard qui est finalement confortable dans le registre du film d'action qui se voudrait un petit peu vénère, mais qui ne te travaille pas par rapport à ça, en fait. Moi, je préfère quand même Hitman et Bodyguard, parce que, en fait, si tu veux, je trouve que c'est un film qui est pas... C'est pas un grand film, je l'ai vu une fois, je le reverrai pas, tu vois, forcément, mais disons que, en fait, dans le cadre de la façon dont on traite les buddy movies aujourd'hui, si tu veux, et là, évidemment, le premier exemple qui me vient en tête, c'est des trucs comme Hobbs & Shaw, tu vois, je trouve ça un peu moins, ronge-cerveau, un peu plus, tu vois... c'est quand même plus fun, quoi, tout simplement. Oui, voilà. C'est tout simplement un peu plus fun, quoi. C'est un peu plus fun parce que t'as des vrais putins d'acteurs, quand même, qu'on veuille ou pas. T'as Samuel Jackson, voilà. Oui, enfin, pour moi, il y a Ryan Reynolds qui joue bien son truc, et on n'est pas, on est, comment te dire, on est dans une forme d'humour, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, qui peut être même régressive, sans jamais être infantile. Donc, pour moi, c'est ça la différence. Ouais. Et si tu veux, moi, quand je regardais un Will Ferrell, quand on aime les Will Ferrell, on sait que ça peut être ultra régressif, mais ça te prend pas pour un teubé. Quand je regarde Hobbs & Shaw, ça me prend pour un teubé. Oui, mais tu peux pas. J'ai l'impression d'avoir 2 ans d'âge mental. Attention, il faut pas comparer. Mais dans le sérieux, je parlais. Même dans le sérieux, j'ai l'impression d'avoir 2 ans d'âge mental. Ouais, bien sûr. Mais en fait, le truc avec Hitman Bodyguard, c'est que ça n'est absolument pas du niveau de l'intelligence d'un Will Ferrell. Les bons Will Ferrell, parce que quand tu dis Will Ferrell, on pense pas à semi-pro, on pense à Step Brother. Mais on est d'accord, ça n'a rien à voir. Et puis, je ne les comparerai jamais. Mais j'ai vu Hitman Bodyguard pour la 2e fois pour ce podcast, et je pense avoir ri au même endroit où j'avais ri la première fois. Donc voilà, je vais pas me bouder mon plaisir. Non, il y a des scènes qui me font marrer. Salma Hayek, je suis juste un peu dégoûté que ça soit Salma Hayek, parce que les scènes avec elle, je les trouve mortelles. Je trouve que c'était des super idées. Je trouve que c'était... Il y a des trucs sur les persos. Moi, c'est les persos. Tout le reste, j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre. Mais les persos me font marrer. Leurs interactions, je les trouve plutôt marrantes. Pas tout le temps, mais assez régulièrement dans le film. Yannick, tu es un homme constant, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Voilà. Non, mais alors après le truc, c'est que ouais, quand je parlais de ton, en fait, si tu veux, il y a le truc d'humour, mais par exemple la scène avec Samuel Jackson, enfin le passif de Samuel Jackson sur son père qui était prêcheur là et qui se fait buter, et en fait ça explique pourquoi il devient un hitman. Tu fais mais... Oui, mais les gars, enfin. Oui, mais il y a aussi ça. Pourquoi ? Non, mais il y a aussi ça dans les trucs de Ryan Reynolds. Alors après, c'est encore une fois, c'est une perception. Il y a des fois des trucs chez Ryan Reynolds
où t'as l'impression que la scène, elle est jouée sérieusement, et parce qu'elle est jouée sérieusement, et parce qu'il y a le petit truc dans l'œil qui te fait dire, il faut pas la prendre sérieusement. Celle-là, elle est sérieuse. Alors, celle-là, je m'en rappelle même pas. Mais si, mais c'est c'est en fait, en gros, si tu veux, ils discutent et ils sont tous les deux dans la bagnole, là, et ils sont en train de fuir des méchants. Et à un moment donné, à un moment donné, t'as Samuel Jackson qui explique à Ryan Reynolds pourquoi il est devenu. Parce que en fait, l'autre le regarde, lui fait, tu penses que tu fais partie des gentils. Et je crois que Samuel aux toilettes à ce moment-là. Ah bah d'accord, bravo. Mais tu sais, il y a un bouton, ça s'appelle le bouton pause, tu vois. Oui, j'y pense pas toujours. D'accord. Ok. Donc toi, quand tu conduis une bagnole, tu pisses directement dans la bagnole. En fait, fais comme Ryan Reynolds, en vrai, c'est ça. Tu t'arrêtes pas sur le bas côté, quoi. Tu t'appuies pas sur le frein. Bravo. Donc, non, mais ça, c'est quand j'ai déjà vu un film une fois. Je me dis, c'est pas grave si je rate 2 minutes, quoi. Bravo. Bah, t'as raté 2 minutes hyper importantes de développement de caractère, tu vois. De personnage, quoi. Ou tout simplement, en fait, en gros, si tu veux, il y a cette espèce de scène très très sérieuse, tu vois, où Samuel Jackson, quand il est jeune, son premier crime, son premier meurtre, en fait, le premier assassinat qu'il commet, c'est le type qui a tué son père, qui était un prêcheur, tu vois, dans une église. Donc voilà, ça fait partie du nawak, comme il y en a beaucoup dans le film aussi. Oui, mais c'est pour ça que je parlais de... c'est ce qui le rend inégal, hein, c'est ce qui rend ce film inégal. C'est pour ça que je parlais de problématique de ton, c'est-à-dire que je pense que c'est pas une scène de Ryan Reynolds, ça, je pense que c'est une scène perdue du scénar d'avant, tu vois. Mais comme certaines scènes avec Gary Oldman, ou dans la nouvelle logique du film, aurait mérité d'être dégagé, parce que t'en as rien à foutre, en fait, c'est pas le sujet du truc. Mais Gary Oldman dans un film comme ça, c'est presque trop de la confiture au cochon pour moi, parce que t'as envie de dire, mais mettez un méchant de base. Tu vois, mettez pas. Oui, c'est de la confiture au cochon, mais il joue bien le cochon. Donc ah ouais, non, mais d'accord, mais tu vois, je veux dire, où il fait le très méchant, il est ridicule, mais c'est ça. Il joue bien la confiture, mais c'est tout ça que j'étais en train de dire. Toi, les cochons, c'est les autres. Bon, bref. Écoute, il faut bien payer ses traites. Écoute, ils y sont tous passés. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Hitman et Bodyguard? On en a dit beaucoup trop. Tu l'as vu la bande-annonce du 2 ou pas? Non, mais je savais même pas. Il faut que je regarde la bande-annonce du 2. Tu vas pas la regarder pendant le podcast, tu la regarderas après. Mais dans la bande-annonce du 2, ils se détestent. Les deux persos? Ouais. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ces conneries là, tu vois? Voilà, putain. Excusez-moi. Je vais la regarder après. Tu la couperas, ça. Mais non, ça fait partie de. C'est la vie. C'est la vie, Steph. La vie, c'est un accident. On peut pas tout planifier, quoi. Tu vois? Ouais, mais là, on est en train de faire un podcast. Jean-Claude Van Damme a pété en plein nulle part ailleurs. Tu crois qu'il l'avait anticipé? Déjà, il avait roté. Il avait roté, voilà. Et en fait, il l'a pas anticipé, c'est la vie. Il l'a fait exprès. Et ça, c'est bien. C'est la nature, la vie, ça peut arriver. Bref. Tu vois, laisse-moi terminer, laisse-moi présenter, bordel de merde, tu vois, parce que ça devient un podcast mi-figue, mi-raisin, et ça va pas du tout, quoi. Donc, en fait, dans cette bande-annonce, ils se détestent. Alors, j'aimerais bien savoir comment ils vont justifier ça, mais on verra ça la prochaine fois. Oui, mais peut-être ils se détestent dès la première scène. Il y a une raison dans la première scène. Bah, moi, à part le fait qu'il aurait peut-être baisé sa femme, tu vois, Samuel Jackson, je vois pas trop. Eh ben, c'est peut-être exactement ça. Ouais. Et ce serait très drôle si c'était ça. Ça serait marrant. Mais ça ferait un bel enjeu, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est toujours le Patrick Hughes qui le réalise, le 2. Ouais. Mais ça va. Enfin, moi, c'est pas ça le problème du film pour moi. J'ai envie de dire. c'est Ryan Reynolds le problème, tu vois. Et éventuellement un petit peu nu image, quoi, tu vois. Oui, donc voilà. Bon, bref, voilà. Bah, écoutez, regardez-le. On a dit de la merde dessus, mais il y a quand même des choses rigolos. Alors moi, j'ai juste... Non, mais... Okay. Ce podcast part dans tous les sens, exactement comme le film. On peut l'analyser en long, en large et à travers, et tout ce que tu veux. Au final, si vous débectez pas Ryan Reynolds comme Stéphane, ce que je peux comprendre, vous aimez pas Ryan Reynolds, faut pas voir ce film. Mais Ryan Reynolds, il vous fait marrer, faut regarder Hitman's Bodyguard, c'est rigolo, quoi. Je dirais que c'est le problème du film, en tout cas. Voilà. Pour moi, mais heureusement, il y a Samuel Jackson. C'est le succès du film. Voilà, non, heureusement, il y a Samuel Jackson, même si Samuel Jackson, maintenant, il a quand même... Moi, je trouve que Samuel Jackson... Le problème, c'est qu'il a une tête de vieille tortue, maintenant. Voilà, et puis il est pas crédible quand il shoot et tout, parce que il fait quand même un peu vieux papy. Voilà. Et moi, il y aurait eu que Samuel Jackson. Bah évidemment. Heureusement qu'il y a rien. En fait, moi j'adore. Attends, ça c'est un autre problème. Samuel Jackson, c'est un mec que j'adore. Ah bah oui. Tu vois, mais fondamentalement, c'est très difficile de lui filer un vrai premier rôle. C'est-à-dire que en fait, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas quelqu'un qui tient les films, c'est quelqu'un qui soutient les films. C'est-à-dire, il est là pour donner. C'est le même problème avec Gary Oldman. Gary Oldman, c'est un mec qui a eu des premiers rôles. C'est pas la question. La question, si tu veux, c'est que c'est des mecs en fait qui sont pour le coup, c'est la confiture, ces mecs-là. Tu vois, c'est vraiment les mecs qui sont là pour ça, quoi. Et du coup, moi, tous les films, surtout que le problème de Samuel Jackson, c'est qu'il se rêve lui aussi en héros d'action, tu vois, quelque part par moment. C'est que il se rêve en Shaft à plus. Ouais, mais il se rêve en Shaft, mais Shaft ça marche pas, par exemple. Il se rêve dans Serpent dans l'avion.
Stallone, ça marche pas. Quand il fait des trucs avec Rennie Harlin, genre The Cleaner ou je sais pas quoi, c'est des films de merde, tu vois. Donc moi, Samuel Jackson, qui est encore une fois un acteur formidable, hein, tu vois, il est excellent dans des seconds rôles, tu vois. Non, mais pour moi, c'est un mec à la Christopher Walken. C'est des mecs, ils arrivent, ils sont dans une scène, ils ont rien besoin de faire quasiment. Ils sont habités, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc dans le regard, il y a un truc dans le visage qui fait que instantanément t'y crois et instantanément t'es avec eux. Donc c'est vrai qu'il boite un peu dans ce film, mais bon, il est quand même sympathique. Il est plus tout jeune, hein. Non, il a 70 plus. 70 ans et plus, quoi. Je crois qu'il a dépassé 70 ans. Mais bon, voilà. Mais j'aime bien quand même. Moi aussi, alors attention, j'aime bien l'état d'esprit d'un acteur. Quand même, il joue dans un truc qui est cheapouille, tu vois. Quand je regarde un Expendables, moi, j'ai toujours énormément de sympathie pour Dolph Lundgren parce que je le regarde, je me dis, il est en train de se marrer, il s'éclate avec ses potes, il fait le con, il rigole. Quand je vois un Samuel Jackson, je me dis, il s'en bat les couilles du scénario, tout ça, il fait un truc cool, il a plaisir à sortir du motherfucker à la seconde. Et j'ai un mec à côté qui se marre avec. Bon, bah, des fois, face à tous les trous du psychorigide du monde contemporain, ça fait plaisir d'avoir quand même deux mecs qui lâchent leur sphincter et qui nous offrent un truc complètement décérébré, mais où tu as le sentiment qu'ils prennent plaisir à le faire et qui est pas plus forcé que ça. Donc moi, rien que pour ça, ça me fait marrer. Parce qu'il y a quand même vraiment trop de trous du qu'aujourd'hui. Voilà, c'était la phrase de fin. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense que après je vais partir dans le politique, ce sera pas bon. Non, mais ça sert à rien. On arrête là, surtout quoi. non, mais ça sert à rien. Bon, alors merci Yannick. Alors donc il faut voir Hitman et Bodyguard pour tous les trous du cul, quoi. Il faut le voir un samedi soir pour se marrer quand on est détendu du gland, quand on est pas psychorigide. Je me sens visé. Voilà. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci Yannick, merci d'être passé. C'était notre podcast Bigard aujourd'hui. On fera plus subtil la prochaine fois. Non, mais c'était notre podcast mi-figue mi-raisin. Voilà, c'est tout, quoi. Non, il n'est pas mi-figue mi-raisin. Si, parce que toi t'es figue, moi je suis raisin, tu vois. Certified. Voilà. Ouais, mais bon, tu es pas tout seul, je le fais avec toi, quoi. Tu vois, c'est tout, quoi. Tu vois. Voilà. Je pense que si vous avez compris ce qui se passe, si vous avez vu le film, vous avez peut-être compris ce qui se passe. Si vous avez pas vu le film, je pense que vous avez rien compris à ce qui s'est passé. Regardez-le. Voilà. Ou pas. Tu vois, voilà. Je suis avec une petite bière et tout, c'est ça. Voilà. Merci Yann. Ben, merci de rien. Avec plaisir. Mais voilà. Merci Alain, merci à la technique, merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs qui nous suivent qui sont de plus en plus nombreux. Mais si vous voulez les rejoindre, en fait, il y a une adresse, c'est tipeee3e.com, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux, de nos réseaux sociaux, n'importe quoi, les réseaux sociaux habituels, voilà, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai pas de TikTok, voilà, mais bon, on verra. Alain, j'ai l'impression qu'Alain a envie de se montrer un peu, tu vois, donc peut-être on fera un TikTok, voilà, et arrête d'écouter les vidéos pendant que je fais la présentation, Yannick, quoi. Merci, voilà. Bon, écoute, c'était le mot de la fin, merci à tous et à bientôt.